Non mais ce qui est ennuyeux avec Chaignan, ce qui a été ennuyeux, c'est les attaques personnelles que vous construisez contre Bernard-Henri Lévy. C'est une position. Non mais c'est une position. Vous dites c'est l'homme des aéroports. Non mais j'ai le droit de dire quand même à un homme. Non mais qui vous pouvez contester ses idées. Non, il vous insulte pas. Mais attendez, vous rigolez ou quoi? Regardez ces tweets depuis 4 mois. Mais les tweets, on les a montrés ce matin. Qu'il y ait des actes antisémites. C'est très important. Pourquoi Bernard-Henri Lévy? Bernard-Henri Lévy part en tournée pour défendre une certaine idée de l'Europe. Sa pièce Looking for Europe, hier soir il était à Milan pour dénoncer la montée des populismes. Hélène Bonnet. Il a choisi la scène de Milan pour livrer sa première bataille. Dans un monologue d'1h30, Bernard-Henri Lévy dénonce l'expression de la haine. Ceux de gilets jaunes qui, à Paris, ne pensent qu'à casser du flic, du juif et du PD. Pourquoi Bernard-Henri Lévy a le droit de traiter et insulter les gens qui sont dans la rue et qu'on n'a pas le droit à un moment donné? Mais vous pouvez lui répondre, mais répondez sur les idées. Vous avez le droit de contester. Il ne répond pas sur les idées. Il nous a traités de fascistes, de factieux, de tout ce qu'il a traité. Mais allez dans la rue, allez avec lui. Mais j'y suis avec Mais radicalisez-vous. J'y suis avec eux, ce ne sont pas des radicaux, c'est vous qui vous radicalisez. Avec Chaignan, je vais vous dire ce qui moi m'a choqué pour le coup. C'est pas que vous soyez extrême droite ou pas, c'est que. Non mais je suis pas d'extrême droite. Non, parce que vous avez raison parce que moi je vous fais pas ça, je vous fais pas du tout ça. Mais en revanche, il y a une petite musique anti-élite qui est dangereuse. C'est pas anti-élite. Oui, c'est vrai, je me suis plus intéressé à la misère bosniaque qu'à la misère au coin de la rue. Je suis un peu sourd à la question sociale. Que voulez-vous? On écrit avec son intelligence et son inconscient. Ça vous dit quelque chose? C'est de vous? C'est moi. Voilà. Donc, cette fortune familiale, le jeune Bernard-Henri Lévy va s'en servir pour échapper à un parcours d'universitaire tout tracé. Dans le reportage, on nous explique que Bernard-Henri Lévy a hérité de la majeure partie de sa fortune suite au décès de son père. Il a hérité, je cite, d'une société de cagettes qui a beaucoup grandi. Ce que ne vous disent pas les journalistes de France 2, c'est déjà le nom de cette société. Et c'est intriguant, la Bécob. Ce qu'ils vous disent encore moins, c'est comment André Lévy et son fils, également partie prenante Bernard-Henri Lévy, ont fait pour obtenir cette grande fortune. Ce qu'ils ont fait, et nous allons vous le révéler, s'appelle au mieux de l'exploitation de la misère humaine, au pire du néocolonialisme et de l'esclavage moderne. Monsieur, donc si vous voulez, moi ce que je m'étonne, parce que ça résume en fait beaucoup la pensée de beaucoup de personnes, c'est que les mouvements populaires sont admirables à travers la terre entière. On s'y précipite en bras de chemise, en montant sur des caissons et en haranguant la foule, la larme à l'œil. Merci l'Ukraine! Merci l'Ukraine! Mais quand il s'agit d'une colère populaire qui est française, là ça devient fasciste, nazi et antisémite. C'est ça que j'appelle moi la haine de soi. Qu'est-ce que vous voulez répondre? Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Créée en 1956 par André Lévy, la Bécob est une société spécialisée dans le commerce du bois. Une société qui réalise une grande partie de son chiffre d'affaires en Afrique grâce au commerce de bois précieux. Dès le début des années 80, BHL est très impliqué dans la société. Il sera chargé entre autres de la communication. Il en sera même le président aux côtés de sa mère après la mort de son père au milieu des années 90. Il est donc décidé d'envoyer une équipe de reporters en Côte d'Ivoire enquêter sur Sivaubois, une filiale locale des Lévy. Aziz Zemouri et Philippe Loparelli, les journalistes d'entrevue, ne vont pas être déçus. D'Abidjan, ils prennent un chemin de brousse qui les mène sur les lieux de l'exploitation et arrivent en plein conflit social. À Sivaubois, les travailleurs se plaignent des retards de salaire et leur banderole dénonce des conditions de travail esclavagistes. Le photographe prend des clichés, Entrevue tient son sujet. L'article d'Entrevue dont je viens de vous parler ne verra jamais le jour, malheureusement. En effet, la direction d'Entrevue préférera le censurer. BHL sera totalement partie prenante dans cette censure tant il aura mis son poids pour éviter cette publication. Et il met en garde contre la montée des populismes en Europe. Il y a, en effet, un vent d'illibéralisme, un vent de haine des valeurs démocratiques et des valeurs libérales qui souffle sur toute l'Europe. Alors pour la défendre, le philosophe n'hésite pas à porter des coups, notamment contre la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Ce qui me frappe chez ces gens, c'est d'abord les passerelles qu'ils créent avec l'extrême droite. C'est ce député, Monsieur Ruffin,
qui assume sa proximité avec l'antisémite Étienne Chouard. Mais à mon avis, il cherche à ne pas traiter le fond. Je pense que le fond du message que je défends est très dur à défendre, très dur à critiquer de la part des voleurs de pouvoir, de ceux qui sont aux manettes aujourd'hui dans le système de domination parlementaire. Alors justement, donc, on va en parler. Beaucoup de mal sur le fond, et comme ils ont du mal avec le message, ils s'en prennent aux messagers, mais bon, vous regardez les commentaires de leurs éditoriaux, tout le monde le voit quand même. Il y a pas grand monde qui adhère à leur calomnie. Question Bernard-Henri Lévy, vous avez bien conscience qu'avec ce coup de colère, vous imaginez ce qu'on va dire. Ah, Bernard-Henri Lévy, qui incarne cette élite, au bon sens du terme, peut-être culturelle, intellectuelle de ce pays, du haut de son savoir, eh bien, c'est très facile pour lui de critiquer ceux qui sont en bas, ceux qui essayent de se faire entendre. Attendez, oui, ben, dans un peuple, il y a aussi des intellectuels, pardonnez-moi. Et en effet, c'est pas du haut de mon savoir. Moi, je sais, par exemple, parce que je connais l'histoire de France, je sais que l'idée qu'on entend aujourd'hui, que la démocratie, c'est le peuple souverain, c'est pas ça, c'est pas vrai. C'est pas ça. Non. Et le référendum d'initiative citoyenne ? Mais je suis absolument contre. Regardez, il est important que des gens sachent que Finkielkraut n'est pas un philosophe. Parce que je pense que quand il apparaît dans les médias, il a toujours l'estampille philosophique. Ouais. Il faut savoir que les philosophes dignes de ce nom, ceux qui vraiment pratiquent la philosophie, c'est-à-dire élaborent des concepts, ne pensent pas du tout que Finkielkraut soit un philosophe. C'est un essayiste. On pourrait dire la même chose pour Michel Onfray alors, non ? Oui, alors mon frère, je dirais que c'est un historien de la philo, mais au moins lui fait un peu de boulot. Je crois qu'il est important pour les gens de savoir que la philosophie est un domaine précis, je veux dire qu'il demande énormément de travail et de rigueur théorique. Bon, je vous demande même pas votre avis sur Bernard-Henri Lévy, c'est pas la peine. J'aime bien ses chemises. On a appris que des étudiants de Sciences Po Paris l'avaient invité pour une conférence. Et donc hier, il donne une conférence de presse. La vénérable agence France Presse, l'AFP, dont nous avons tous appris que c'était le mieux du journalisme, a fait hier soir une dépêche avec un paquet de citations de Maxime Nicole. Un mouvement social aurait produit... on est dans une démocratie, il peut s'exprimer. Ah, mais après avoir tenu des propos conspirationnistes, c'est quand même compliqué. D'accord. En général, le discrédit est au bout du chemin. Un autre mouvement social aurait suscité le tiers de cette bouffonnerie, on réagirait. Là, pas du tout. On est sur la lune. Des sentiments des Gilets jaunes, hein, des sentiments que ce mouvement, on ne sait pas où il va, on ne sait pas ce qu'il veut, il y a des revendications contradictoires. Et aujourd'hui, non seulement on commence à donner des visages au mouvement, mais aussi un mot d'ordre unificateur. Donc le fameux référendum d'initiative citoyenne, qui recouvre tout. Et en fait, on se dit, dans ce mouvement informel, gazeux, tout ça, en fait, moi je le pense depuis le début, hein, il y a une organisation souterraine, cachée. Il y a des tireurs de ficelles, des gens beaucoup plus politisés et politiciens qu'on ne le croit, et qui apparaissent aujourd'hui. On va y revenir justement, Jean-Michel. Cette absence de lisibilité aussi en termes de revendications, parce qu'on voit qu'on a des courants différents, des personnalités qui sont aussi radicalement différentes. Est-ce que ça aussi, ça fait du mal au mouvement ? Sans doute, mais c'est aussi, je vais vous dire de manière très directe, un mouvement qui est un attrape-tout de la colère, pour une raison simple, c'est qu'il est la traduction exacte de ce qu'a théorisé un maître international du lavage de cerveau qui s'appelle Steve Bannon, qui a d'ailleurs abouti à ce que le président Trump soit élu aux États-Unis. Eh bien, c'est exactement ce que nous vivons ici, c'est-à-dire l'idée qu'il faut coaliser les colères contre les institutions pour qu'elles soient remises en cause. Et puis d'ailleurs, on retrouve la même obsession, le même jeu avec les symboles antisémites qu'on les retrouve ici dans une partie des Gilets jaunes. Le même Bannon qui a créé une fondation qui s'installe en Europe avec plus de 100 millions de dollars de moyens pour justement infiltrer, former, recruter, j'ai envie de dire, des gilets jaunes radicaux. Bien sûr. Et c'est très intéressant. La question ce que je dis, c'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire je pose cette question, je dis ça exactement en ces termes, je dis qui a donné, et par exemple le fait de savoir si oui ou non il y a des puissances étrangères qui financent les casseurs et les violences urbaines dans Paris, c'est intéressant, notamment eu égard aux positions de certains responsables italiens. Ça s'interroge déjà notamment sur la façon dont les gilets jaunes, d'une façon ou d'une autre, ont pu être financés depuis le début de cette crise sociale. Hein. Il peut y avoir des mains cachées qui orientent, et peut-être qu'elles ont été présentes. Moi, j'en sais rien, je vous donne pas une info.
la main de la Russie, et donc à un moment ou un autre de Vladimir Poutine, a été très largement évoquée, notamment dans les arguments totalement délirants qui étaient utilisés lors de la campagne pour le Brexit au Royaume-Uni. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'ils peuvent être aussi des agents d'influence d'une façon ou d'une autre dans le mouvement du Gilet jaune? Est-ce qu'on peut se permettre de retenir cette idée? Oui, bien sûr, oui, des fake news, notamment en provenance de Russie. Pas seulement dire pour la Russie. Je pense qu'aujourd'hui, un Trump qui a été tout de même assez déçu par Emmanuel Macron, qui a tenté de le convaincre à plusieurs reprises sur le dossier iranien, sur le dossier du climat, etc., aujourd'hui est extrêmement satisfait de voir ce président un peu trublion affaibli. Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, si j'ai aujourd'hui le privilège de m'exprimer devant vous, je sais à qui je le dois. Je le dois à tous ceux qui, voici un peu plus de 70 ans, se sont levés contre un régime barbare qui s'était emparé de mon pays, la France. C'est la sensation du jour à l'ONU qui fait la leçon à la France sur la crise des Gilets jaunes. Le monde a-t-il perdu sa boussole? La France sermonnée, admonestée par l'ONU, c'est dans l'ordre des choses, c'est le rôle de l'ONU, ou c'est irréel? Donc la grande question, c'est qu'est-ce qui se cache derrière cette opération onusienne? Qui essaye d'essayer de salir un peu plus le gouvernement français? Là encore, il y a des jeux d'influence qui se font au niveau international. Moi, je pense qu'on marche sur la tête avec un truc aussi fou. Cette commission était déjà intervenue il y a quelques semaines, il y a quelques mois même, pour attaquer la France dès le début. Je voulais vous dire que les voix oubliées que j'ai voulu porter ce jour ne peuvent résonner que dans une enceinte comme celle-ci. Une enceinte où chacun a sa place, où chacun peut se faire entendre de ceux qui ne veulent pas écouter. Et à ceux-ci, je dirais, ne pas écouter la voix des opprimés et des victimes, c'est laisser leur malheur grandir, prospérer, jusqu'au jour où il nous frappera tous. Aujourd'hui, j'en suis à 480 signalements. Dans ces signalements, la gravité n'est pas la même, mais la masse fait sens. Nous sommes sortis très clairement du maintien de l'ordre vers une politique de répression d'un mouvement social. Nous inclure dans cette liste de pays qui seraient d'une violence spectaculaire, alors peut-être qu'on nous cache des choses, mais je pense pas. C'est extrêmement grave. Donc je pense, oui, effectivement, qu'il y a une instrumentalisation de l'ONU, et pour l'instant, comme Serge, j'ai vraiment le sentiment qu'il s'agit d'une manipulation politique. Et d'ailleurs, on ne sait pas qui a saisi l'ONU sur ces questions-là, et ça serait intéressant de savoir qui a susurré à l'oreille de cette commission le fait que la France puisse être un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme. Nous ne le sommes pas. Ce qu'on peut observer, c'est que aujourd'hui, donc, la France condamnée par la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme pour usage excessif de la force. Fin février, c'est la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe qui demandait à la France de suspendre l'usage des LBD. Mi-décembre dernier, c'est Amnesty International qui a attiré l'attention sur le fait qu'il y avait de très nombreux blessés. Défenseur des droits. Jacques Toubon, défenseur des droits. Qui souhaite le retrait du LBD. Qui dit exactement la même chose. À un moment donné, pendant combien de temps encore va-t-on laisser la France se couvrir de ridicule et être condamnée par de plus en plus d'instances internationales et de plus en plus d'autorités indépendantes? Il y a un vrai problème, il est temps de le régler. Et il y a dans cette concordance de langage et d'expression entre la Commission des droits de l'homme de l'ONU d'un côté et un parti, disons, non gouvernemental comme la France Insoumise, quelque chose qui est un peu choquant, de mon point de vue. Peut-être qu'il politiquement s'explique aussi par la proximité de Mme Bachelet à une époque avec les gouvernements chavistes. Au Venezuela, connaissant les rapports de la France insoumise avec le Venezuela, il y a une espèce d'axe, si je puis dire, qui est quand même assez troublant. Et pour poursuivre sur les Gilets jaunes, je le disais en titre, nous recevons Florent Marcy, grand reporter, réalisateur de documentaires. Merci d'être avec nous. Vous êtes souvent en zone de guerre. Un merci particulier puisque vous avez refusé des interviews. C'est une interview exclusive donc. Vous rentrez de Raqqa, en Syrie. Vous avez été souvent en Libye, en Tchétchénie, au Soudan.
Soudan, en Afghanistan, pour des documentaires. Or, vous n'avez jamais été blessé lors de ces autres documentaires. Et là, pour la première fois, vous l'avez été. Et c'était en plein Paris, dans le 7e arrondissement. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Racontez-nous. En fait, je filmais ce mouvement depuis quelques semaines déjà. Des gilets jaunes. Des gilets jaunes, bien sûr, oui. Donc, le nombre de blessés, le nombre de tirs, puisqu'on a appris hier le nombre de tirs de LBD depuis 3 mois, il est de 12 000 balles. 12 000. C'est-à-dire qu'il dépasse toute l'utilisation depuis toutes les années en France du LBD en 30 ans. La scène sur laquelle je me trouvais n'était pas une scène d'insurrection en tant que telle, c'était plutôt un reflux de gilets jaunes parce qu'il y avait des gaz qui avaient été envoyés. Et donc je filmais, il y avait un petit groupe qui était devant moi. Je m'aperçois qu'il y a des CRS qui arrivent des quais en contrebas et qui remontent comme ça sur la chaussée. Et puis là, je vois une personne qui s'est pris visiblement un tir dans la jambe, enfin qui boitait en revenant. Et devant moi, il y avait un petit groupe et je vois un homme qui tombe par terre, un peu entre les jambes. J'avais du mal à voir, il n'était pas immédiatement devant moi, à quelques mètres. Donc je m'approche en filmant. Et puis à ce moment-là, je prends un tir en pleine figure. Donc un tir de flashball, ce qu'on appelle maintenant le LBD 40, donc les lanceurs de balles de défense que vous avez reçus, donc juste en dessous de l'œil. De ces matériels qui a été coordonné par le ministre, avec une doctrine claire qui a été établie, et aussi des caméras qui ont été mises en place pour s'assurer de bonne utilisation du suivi, comme d'ailleurs un suivi qui est assuré par les corps d'inspection nécessaires lorsque des abus sont dénoncés. Je pense qu'à ce titre, la meilleure manière d'éviter ces utilisations et ces cas, c'est d'éviter d'avoir des gens qui considèrent que le samedi après-midi est fait pour casser les vitrines, casser les institutions ou s'attaquer aux forces de l'ordre. Parce que j'étais parti avec une démarche pacifiste. Commençais à ressentir un profond dégoût en fait. Ça montait vraiment dans la violence quoi en fait. Je vois des gendarmes alignés en face de moi avec des flashballs dans les mains. Relativement près, 5-6 mètres. Donc je me dis, ils peuvent pas tirer. C'est pas moi qui suis visé. Et là, ouais, effectivement, je prends la pastèque de ma vie, ouais. Vous parliez tout à l'heure, Monsieur le Président, que vous preniez toutes les précautions nécessaires pour que les militants et les lanceurs d'alerte soient à l'abri. Aujourd'hui, quand on voit les arrestations préventives de manifestants, qu'ils soient écologistes, gilets jaunes ou autres, je ne pense pas qu'on puisse vraiment pouvoir affirmer ça. Madame, vous n'avez pas l'air d'être quelqu'un qui fait face de la violence urbaine. Mais si on se met à tout confondre, si on se met à dire manifester pour ses idées, exprimer ses idées librement dans la rue, c'est la même chose qu'être violent et commettre le pire, à ce moment-là, je vous le dis très simplement, il n'y a plus de cadre démocratique viable. Et de là où je suis, ma responsabilité, c'est de faire cette distinction. Donc vous me parlez de répression, je vous dis c'est faux. Est-ce que lors de votre interpellation, de votre arrestation, dans le fourgon et les heures et les jours passés dans le commissariat, vous avez pu entendre, voir des choses Moi, oui, il y a quelques phrases qui me restent à l'esprit, notamment la policière qui m'interrogeait, qui m'a clairement dit nous n'avons rien à vous reprocher de sérieux, mais la démarche est politique, très clairement. Donc, elle te l'a dit? Elle me l'a dit clairement, oui, donc ne pouvait pas être plus clair. Notre sécurité, c'est leur sécurité. 12 000 tirs de LBD, alors que le LBD, son nom, c'est le port-salut, c'est écrit dessus, c'est une balle de défense, hein, pas une balle d'attaque. 12 000, ça veut bien dire qu'il y a eu des tirs d'attaque, des tirs de dispersion, et que l'arme n'a pas été utilisée dans la doctrine dans laquelle elle est inscrite. Que leur vie engage la nôtre, et que nous ne serions restés indemnes dans un monde qui s'embrase. Il y a eu certaines personnes qui ont été éborgnées d'ailleurs. Absolument. Alors en fait, si vous voulez, la démarche qui est la mienne, elle est assez représentative. C'est-à-dire qu'au départ, je ne m'intéressais pas à cette question de ces armes. J'avais vu sur d'autres manifestations, j'avais filmé d'autres personnes qui avaient été blessées par des tirs au visage ou au corps, mais au visage en particulier. Donc c'était pas nouveau pour moi. Mais je m'étais pas forcément arrêté sur cet usage. Est-ce que c'est une arme disproportionnée ? Absolument. C'est-à-dire que lorsqu'on se penche sur la question de cette arme, mais c'est évident que c'est disproportionné. Je veux dire, c'est écrit par d'autres personnes avant moi. Je ne suis pas le premier à être blessé. Ne pas écouter ceux qui nous appellent à l'aide, c'est croire que les murs et les frontières nous protègent.
Alors, je rappelle que vous êtes porte-parole à l'Assemblée nationale de la République en marche. Tout à fait, donc l'ONU parle, on écoute, il n'y a pas de condamnation pour le moment. Je veux également souligner, je n'avais pas entendu les interventions du ministre de l'Intérieur et de M. Griveaux parce que j'étais en commission, mais je partage cet avis, c'est-à-dire que nous n'avons pas eu de mort, et heureusement que nous n'avons pas eu de mort. Des violences qu'on a vues s'installer dès le 1er décembre, où un nombre incroyable de gaz lacrymogènes ont été jetés sur des manifestants, et où Zineb a été visé par un CRS qui lui a lancé une grenade lacrymogène en pleine face et dont elle est morte. Je suis allée vers la porte, je la trouve. Nadia, aidez-moi, aidez-moi. Ils m'ont visé sur le visage, un policier. Et là, je monte au 4e et je la trouve devant la salle de bain avec une serviette. C'est-à-dire que nous n'avons pas eu de mort, et heureusement que nous n'avons pas eu de mort. Mais ce ne sont pas les murs qui nous protègent. C'est notre volonté d'agir. C'est notre volonté d'influencer le cours de l'histoire. C'est notre refus d'accepter que l'histoire s'écrive sans nous, pendant que nous nous croyons à l'abri. À lire le titre, on croirait que c'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui réclame une enquête sur la police et les gilets jaunes. Renseignement pris, c'est une sous-secrétaire désœuvrée qui s'est exprimée un jour où elle s'ennuyait. Étonnant, non ? Si l'on met l'attaque ad hominem de côté, le fameux sous-secrétaire un jour où elle s'ennuyait, l'on peut quand même s'étonner de l'imprécision qui caractérise ce tweet. Car la sous-secrétaire en question, c'est Michelle Bachelet. Non pas sous-secrétaire, mais bien haut-commissaire aux droits de l'homme, ex-présidente du Chili, ayant subi la dictature de Pinochet. Une personne qui peut donc avoir une idée assez précise de ce qu'est un recours excessif à la force. Jean-Michel Apathy s'est justifié en prétextant un ton ironiquement méchant, tout en déclarant néanmoins ça et là que Michelle Bachelet méconnaissait la situation française et qu'elle sortait du cadre de sa fonction. Mais le soir même, sur LCI, florilège d'arguments fallacieux sur le plateau de David Pujadas. Non, ces juges-là ne sont certainement pas irréprochables. Sophie, vous disiez, on est chez les fous ? Mais néanmoins, c'est-à-dire qu'on pourrait décider de considérer que Madame Bachelet, qui a été une présidente remarquée du Chili, finalement, elle a fumé la moquette. Alors le problème n'est pas tant qu'une cohorte d'éditorialistes donne leur avis sur le discours d'une socialiste sud-américaine, fût-elle haut-commissaire aux droits de l'homme. On aurait également pu s'attendre à ce qu'il rappelle que les propos de Michelle Bachelet ne sont en réalité qu'un écho à un rapport d'experts du HCDH du 14 février dernier, ou à une résolution du Parlement européen le même jour, ou à un avis du Conseil de l'Europe 11 jours plus tard. Mais comment se fait-il que ces derniers se permettent de débattre entre eux sans presque aucune contradiction, sans qu'il n'y ait aucune voix dissonante ou presque ? Les médias grand public n'ont eu de cesse de s'étonner de la haine des Gilets jaunes à leur égard. Peut-être que ce genre d'émission peut fournir un début d'explication, car voici ce qui a été dit en substance ce jour-ci. L'ONU critique le gouvernement français ? C'est parce que l'ONU est folle ou manipulée. Notre génération n'a pas le choix, car elle doit parler pour aujourd'hui et pour demain. Je vous remercie. Merci beaucoup. Sophie, vous disiez, on est chez les fous ? Mais néanmoins, c'est-à-dire qu'on pourrait décider de considérer que Madame Bachelet, qui a été une présidente remarquée du Chili, finalement, elle a fumé la moquette. Réglons les crises. Œuvrons ensemble à lutter contre toutes ces inégalités.